corps interactif et dans lequel et qui était représentatif en quelque sorte de ce qui se passe dans la nature elle-même. Après, tout ça a explosé et on a eu des spécialités. Là aussi, spécialistes en arboriculture, spécialistes en viticulture, spécialistes en maraîchage, spécialistes, etc. Et donc l'éclatement qui a abouti aussi à la monoculture, qui a déterminé la monoculture, laquelle monoculture, évidemment, a affaibli le système, parce qu'un système écologique est fort dans sa complexité, dans son interactivité, mais si on sépare les éléments, eh bien évidemment, on les affaiblit. Et cette monoculture qui a abouti, évidemment, à démultiplier les pathologies végétales, les déséquilibres, et de déséquilibre en déséquilibre, on a abouti à un système qui maintenant qui n'a plus rien à voir avec l'agriculture. On ne peut pas appeler ça de l'agriculture. C'est du productivisme éclaté, morcelé, mais qui n'a pas de rapport avec véritablement ce que pourrait être un écosystème créé par l'être humain, mais sous inspiration de la complexité de la nature. Voilà, c'est un peu... Toutes ces fragmentations ont abouti évidemment à faciliter au système lui-même, ça a fragilisé les systèmes. Ensuite, on a abouti à dire il faut de la mécanique. Et la mécanisation, ça n'a pas été de dire on va constituer, à percevoir le paysage dans ce modelage que les paysans avaient fait avec des haies, avec des haies de protection, des bosquets, des sentiers, qui étaient une œuvre d'art, où l'homme imprimait carrément une œuvre sur le paysage. Sa présence donnait de la beauté. Et quand on voyait ça, c'était de la beauté, avec le village qui émergeait dans cette organisation où l'empreinte humaine était quand même soucieuse, enfin sans être soucieuse d'esthétisme, elle devenait esthétique parce qu'elle était inspirée directement par la nature. Ensuite, l'apport de la mécanisation, ça n'a pas été de dire préservons ce paysage et nous allons adapter la machine à ce paysage. On a dit non, on va adapter le paysage à la machine. Et du coup, dans cet élan, dans cette espèce d'orgie productiviste, eh bien, on a rasé tout, aplani tout, on a fait ce qu'on appelle le remembrement. Mais en fait, on l'appelle remembrement alors que c'est du démembrement. C'est quand même incroyable d'appeler ça remembrement. C'est-à-dire qu'on part du remembrement en agrandissant les parcelles, en faisant une espèce d'énorme damier. Et quand on vient par avion, on voit une espèce de damier, de parcelles immenses dans lesquelles s'ennuient des gens avec des tracteurs de plus en plus puissants. Mais c'est du démembrement, il ne faut pas appeler ça de remembrement. C'est-à-dire qu'on a démembré quelque chose qui était vivant pour le remembrer en fonction toujours de cet idéal productiviste et minéral. Du coup, la machine est reine, c'est-à-dire que la machine est devenue reine par rapport au reste. Et puis voilà, et puis ensuite, allons-y, des nitrates en grande quantité qui vont polluer les nappes, qui vont... la question, la condition animale qui est quand même une honte. Je veux dire, ce qu'on fait aux animaux est une honte. Ça a été quand même des compagnons de notre destin. Sans l'animal, nous aurions peut-être eu du mal à arriver jusque-là. Ça a été des auxiliaires pour le meilleur et le pire. On les a entraînés dans nos saloperies de guerre, en même temps qu'ils nous ont servi à labourer nos champs et à nous enchanter. Et puis, on arrive à ce monde moderne, froid, qui en fait des martyrs, qui les martyrise, et qui ne voit plus que des masses de protéines ou des machines à produire des protéines. Et là, c'est aussi une défection de l'intelligence. On ne peut pas appeler ça intelligence, c'est pas possible. Aucune générosité, aucune gratitude. Donc on est devenu des espèces de mandibules qui consomment, mais dénuées d'âme. On n'a plus d'âme. La nourriture est devenue insalubre, anonyme. On ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui la produit. Elle est en fait virtuelle. C'est-à-dire qu'il tombe on a dans nos assiettes des aliments dont on ne sait absolument pas quelle est leur provenance, d'où ils viennent. Donc du coup, même
l'être humain devient une espèce d'otage lui-même, lui-même devient ingrédient d'un système. C'est-à-dire qu'il n'existe plus que par sa capacité à être adapté au système, et l'argent lui donne sa parité, c'est-à-dire qu'il a une parité financière, à tel point qu'aux États-Unis, on dit qu'un tel, il pèse, vous savez, tant de dollars. Hein, ça, c'est pas rien. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, il pèse tant de dollars. Donc, ce qui veut dire, à l'évidence, entre time is money, et puis peser tant de dollars, et puis etc., on est dans le délire. C'est-à-dire, on est dans la démence qui nous éloigne de plus en plus des évidences. Et donc, et en même temps, avec l'ambiguïté selon laquelle nous serions encore plus intelligents. C'est-à-dire, nous, parce que nous maîtrisons, disons, la technologie et que nous faisons des phrases qui sonnent bien, qu'on a l'impression que bon, c'est intelligent, on s'imagine qu'on est dans l'intelligence. Et là, c'est le malentendu, quoi, c'est-à-dire qui nous a mis face à cette déconvenue. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre une énorme déconvenue où nous, finalement, notre triomphalisme, soi-disant, et notre capacité est en train d'en prendre un coup parce qu'on se rend compte que la nature est puissante. On a cru qu'on pouvait la dominer. Rien de plus stupide que de parler, de dire domination de la nature. Et que maintenant, nous sommes invités vraiment, vraiment, vraiment à quelque chose de tout à fait, à tourner la page. Ça ne veut pas dire renoncer au savoir positif qui a amené la modernité. Ça nous a permis aussi d'avoir des éléments peut-être constitutifs d'une évolution positive. On peut peut-être prendre dans cette modernité les éléments constitutifs d'une évolution positive dont on a besoin. Et on s'aperçoit aussi même qu'il y a une science aujourd'hui qui est pratiquée non pas comme une science qui doit aboutir à des réalisations pratiques, mais qui est un voyage initiatique, qui devient une sorte de voyage. Il y a des scientifiques maintenant qui font de la science un voyage initiatique. C'est-à-dire comment dévoiler et rentrer dans ce mystère, essayer de voyager dans ce mystère en le comprenant de mieux en mieux. D'ailleurs, c'est l'inverse qui se produit, parce que plus l'esprit scientifique vraiment de très grande qualité, il constate que finalement, plus on dévoile, plus ça se voile. C'est-à-dire le dévoilement finalement augmente le mystère, mais n'éclaire pas sur la réalité. Du coup, eh bien, on reconnaît nos limites par rapport à nos capacités à appréhender le réel. Donc le réel, nous appréhendons un fragment de ce réel, mais en fait, la majorité, l'immensité du mystère est telle que nos connaissances, aussi vastes soient-elles, eh bien, sont dans un océan d'ignorance. Et de ce fait, ça, Einstein a été même le premier à le dire, certains qui avaient cette intuition forte, parce qu'il y avait une énorme intuition. Et cette intuition, il n'aurait jamais pu l'avoir s'il n'avait pas été prédisposé, certains scientifiques n'avaient pas été prédisposés à se connecter à cette réalité universelle. S'ils s'étaient contentés de rester dans le domaine de la mécaniste, de la phénoménologie élémentaire, s'ils étaient restés dans la phénoménologie élémentaire, jamais ils n'auraient été des grands intuitifs. Et ce n'est pas les gens qui sont dans la phénoménologie élémentaire. Ceux-là, ils peuvent participer au perfectionnement technologique et mécanique. Mais ils ne peuvent pas participer à l'évolution réellement de l'esprit humain pris dans le cadre de cet immense mystère dans lequel nous sommes immergés. Et il faut bien reconnaître que nos destinées, c'est quoi? On est comme dans un train, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Et de temps en temps, même avant d'aboutir à la destination du train, on est éjecté du train dans une gare inconnue. Donc, du coup, voilà. Et il faut bien se rendre compte, modestement, que voilà, notre destinée est là. Quant à nos prouesses technologiques, on a rassemblé tellement de moyens, de connaissances, de savoir, de moyens financiers, etc., pour aller vers la Lune. Eh bien, ça a été énorme, gigantesque du point de vue de... Et puis quand certains cosmonautes, quand ils étaient sur la Lune, ils se disaient, mais enfin c'est rien, on a fait un tout petit saut de... toute cette énergie pour faire un tout petit saut de puce. Parce qu'en fait, quand on regarde l'univers, c'est un immense, un incommensurable désert
sidérale.